La pièce était d'une blancheur immaculée, aveuglante. J'étais assise face à ma mère. Solange, d'un doigt indifférent, elle faisait défiler des photos de composition florale sur sa tablette pour le mariage de mon frère Julien au lac de Caume. « Maman » ai-je dit, la voix tremblante. « Chloé a besoin de cette thérapie génique. Ça coûte 250 000 €. Je signerai une reconnaissance de dette. N'importe quoi. » Elle n'a pas arrêté de scroller. Finalement, elle a laissé échapper un soupir exaspéré. « Camille, tous nos capitaux sont immobilisés pour l'événement. Liquider des actifs maintenant effraierait les investisseurs. Ce serait désastreux pour notre image. » L'image. Le foie standing. Elle choisissait des centres de table, plutôt que la vie de ma fille. J'ai réalisé à cet instant précis que je ne parlais pas à un parent. Je m'adressais à une société par action, et ma demande de financement venait d'être rejetée. Laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. En grandissant dans l'écosystème impitoyable de l'événementiel de luxe parisien, j'ai appris avant même de savoir marcher que la famille n'était qu'un exercice de relations publiques. Mes parents, Charles et Solange, étaient les fondateurs de l'agence Éclat. Ils ne se contentaient pas d'organiser des soirées, ils fabriquaient de l'envie. Notre appartement haussmannien n'était pas un lieu de vie, c'était un showroom pour clients potentiels. Une scène immaculée où un jouet qui traîne ou une tache de jus d'orange n'était pas un accident, mais une rupture de contrat. Dans cet environnement, l'affection n'était pas une ressource naturelle. C'était une monnaie d'échange. Cotée sur un marché volatile, j'appelle ça l'économie de l'amour transactionnel. Dans une famille saine, l'amour est comme l'oxygène. Il est simplement là. Chez moi, l'amour était une prime de performance. Il fallait le gagner par la visibilité, le statut et la capacité à faire passer Charles et Solange pour le couple de pouvoir de l'année. Et dans cette économie, mon frère Julien était une action en bourse de premier ordre. Tout lui réussissait. Charmant, beau gosse, et prêt à se laisser mouler dans n'importe quel rôle accessoire dont mes parents avaient besoin pour la saison. S'il leur fallait un prodige du tennis, ils prenaient une raquette. S'il leur fallait un jeune philanthrope, il enfilait un smoking. Il leur offrait un retour sur investissement immédiat et élevé. Il était leur actif principal. Moi, en revanche, j'étais un investissement à fond perdu. J'étais calme. Observatrice. Je préférais lire des ouvrages de botanique plutôt que de faire des ronds de jambes aux mécènes. Pour mes parents, j'étais une obligation municipale à faible rendement, ennuyeuse, fiable et totalement invisible dans leur portefeuille. Ils ne savaient pas quoi faire d'une fille qui ne recherchait pas la lumière des projecteurs. Alors, ils ont simplement arrêté d'investir. Je me souviens avoir rapporté ma lettre d'admission pour un programme prestigieux d'architecture paysagère. Je rayonnais. Mon père y a jeté un coup d'œil, a regardé sa montre et a dit « C'est bien, Camille. Assure-toi juste de ne pas avoir les mains pleines de terre quand le ministre arrivera pour le dîner ce soir. » Ce commentaire a défini ma vie. Il voyait de la saleté. Je voyais des fondations. J'ai construit une vie qui était une rébellion directe contre leur existence superficielle. Je suis devenue architecte paysagiste parce que je voulais construire des choses qui avaient des racines, des choses qui ne pouvaient pas être démontées le lendemain d'un gala. J'ai épousé Thomas, un ingénieur en structure qui, en regardant un gratte-ciel, voyait les charges de contraintes, pas la vue panoramique. Nous vivions dans une maison louée en banlieue, loin du marbre poli de mon enfance. Mais le plus grand danger d'une cage dorée, c'est qu'on ne réalise pas toujours qu'on est enfermé dedans. Même adulte, même avec ma propre carrière, j'étais encore désespérément en quête de leur validation. Je voulais qu'ils me regardent juste une fois et qu'ils voient de la valeur. Ils n'avaient aucune idée de ce que je bâtissais réellement. Ils ignoraient que depuis 3 ans, je développais un système breveté de filtration par jardins verticaux pour les tours urbaines. Ils ne savaient pas que les urbanistes de Dubaï et de Londres s'arrachaient mes plans. Ils ne savaient pas que j'étais sur le point de changer la façon dont les villes modernes respirent. Pour eux, j'étais juste Camille, la jardinière. Je gardais mon succès caché, enfoui comme un compte épargne secret. Peu, être parce que j'avais peur qu'ils essaient de s'en attribuer le mérite, ou peu, être parce que je savais qu'ils s'en ficheraient, à moins que ça ne finisse en couverture de magazine. Alors j'ai joué mon rôle. La fille dévouée et terne. Je venais à leurs événements. Je portais les robes qu'ils approuvaient. Je souriais en arrière-plan de leurs photos. J'acceptais la normalisation de leur négligence, parce que je pensais que c'était le prix à payer pour avoir une famille.
Je n'avais pas réalisé que dans une économie transactionnelle, le moment où vous cessez d'être rentable, vous n'êtes pas juste rétrogradé. Vous êtes liquidé. J'allais apprendre que ma valeur à leurs yeux n'était pas juste faible. Elle était nulle. Et quand la facture pour la vie de Chloé est arrivée, ils n'ont même pas ouvert leur portefeuille pour couvrir les frais de fonctionnement. 3 jours après avoir quitté l'hôtel particulier de mes parents, mon téléphone a vibré. Une notification par email. Ce n'était pas un chèque. Ce n'était pas des excuses. C'était un transfert de l'itinéraire pour le mariage au lac de Caume, accompagné d'une note de service de ma mère intitulée « Protocole concernant la situation de Chloé ». Je l'ai ouvert, ma main tremblant au-dessus de l'écran. Le texte était rédigé avec la précision froide d'une mise en demeure. « Camille, concernant les festivités à venir, nous comprenons que Chloé est souffrante. Cependant, nous devons insister pour que tu n'abordes pas les détails de son état avec les invités. Le week-end de Julien est une célébration de l'avenir, et les conversations médicales ont tendance à plomber l'ambiance. Merci de garder les conversations légères. Nous sommes sûrs que tu comprends l'importance de l'image. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les pixels deviennent flous. Il ne refusait pas seulement d'aider. Il voulait que ma fille mourante soit un accessoire silencieux, assez invisible pour ne pas gâcher l'esthétique de leur fête. 1 heure plus tard, on a frappé à ma porte. C'étaient Robert et Martine, mes beaux-parents. Ils étaient retraités. Robert avait été facteur, Martine bibliothécaire. Ils vivaient dans un petit chalet dont ils avaient fini de payer le crédit. À 3 heures de route, un endroit qui sentait les aiguilles de pin et les vieux livres. Ils sont entrés, se sont assis à ma petite table de cuisine, et Robert a posé un chèque de banque au centre, 280 000 €. J'ai regardé le chiffre, puis eux. « Où avez-vous trouvé ça ?» ai-je demandé, la gorge serrée. « On a vendu le chalet », a dit doucement Martine. « Et on a vidé les comptes épargne-retraite. C'est tout ce qu'on a, Camille. C'est assez pour le traitement. » Je ne pouvais plus respirer. « Vous avez vendu le chalet ? C'était votre rêve. C'était le fruit de toute une vie de travail. » Robert a tendu la main à travers la table et a recouvert la mienne. Sa peau était rêche, calleuse après des années à couper du bois des mains qui construisaient des choses, contrairement aux mains manucurées de mon père qui ne faisaient que signer des contrats. « Une maison, c'est juste du bois et du verre, Camille, » a-t-il dit. « Chloé est notre petite fille. Il n'y avait pas de choix à faire. En architecture paysagère, on parle de la différence entre une façade et une fondation. Ils construisaient des structures imposantes et scintillantes, destinées à être admirées depuis la rue, mais ils n'avaient aucune fondation. Ils étaient plantés dans un sol peu profond, tenus par des câbles et l'opinion publique. Au moment où la tempête a frappé, au moment où un véritable abri était nécessaire, leur structure s'est effondrée parce qu'elle n'avait jamais été conçue pour protéger qui que ce soit seulement pour impressionner. Robert et Martine, ils étaient les racines. Ils étaient le système noueux et invisible sous la surface qui maintient la terre ensemble quand la pluie tombe. Ils n'avaient pas de standing, ils n'avaient pas d'image de marque. Mais quand le glissement de terrain a commencé, ils étaient la seule chose qui nous empêchait de tomber dans l'abîme. En voyant ce chèque sur la table, le poids physique de toute leur vie sacrifiée pour ma fille, quelque chose en moi a finalement craqué. Mais ce n'était pas une dépression. C'était un éveil. Les psychologues appellent ça le syndrome de la grenouille ébouillantée. Mais si vous la mettez dans de l'eau tiède et que vous montez doucement la température, elle finira par bouillir à mort, car elle s'habitue au changement. J'ai réalisé alors que je bouillais depuis 32 ans. J'avais normalisé la froideur, l'affection transactionnelle, la négligence émotionnelle. Je m'étais convaincue que leur indifférence était juste leur nature, que si je nageais plus fort, je pourrais survivre à la chaleur. Mais en voyant le contraste, mes parents protégeant leurs millions pour préserver l'ambiance d'une fête, tandis que mes beaux-parents dormaient sur le canapé d'un ami parce qu'ils avaient vendu leur lit pour sauver mon enfant, j'ai enfin senti la brûlure. L'eau n'était pas juste chaude, elle était mortelle. Je n'ai pas envoyé de mots de remerciement à mes parents pour leur email. Je n'ai pas répondu du tout. J'ai pris le chèque de Robert et Martine. J'allais sauver Chloé, et ensuite, j'allais prendre une masse pour démolir la maison de verre dans laquelle vivaient mes parents. Parce qu'un héritage bâti sur un mensonge n'est pas un héritage. C'est un passif, et j'étais sur le point de recouvrer la dette. Les 3 mois suivants furent un flou d'hôpitaux, de perfusions et du bourdonnement régulier des machines de thérapie génique. Chloé réagissait bien.
La couleur revenait sur ses joues, la lumière revenait dans ses yeux. Nous l'avions sauvée, mais alors que j'étais assise à son chevet, la regardant dormir, le soulagement s'accompagnait d'un nœud de colère froid et dur qui refusait de se dissoudre. Mes beaux-parents vivaient maintenant dans un petit appartement loué à 2 villes de là. Ils n'avaient plus rien pour leur retraite. Pendant ce temps, le fil Instagram de mes parents était une parade de voyages de repérage au lac de Caume, d'essayages de costumes sur mesure et d'aperçus des coulisses du futur mariage du siècle. Chaque post ressemblait à une provocation. Chaque hashtag était comme une gifle. J'ai arrêté de pleurer. Pleurer était une réponse émotionnelle, et j'avais besoin d'être stratégique. Je devais assurer l'avenir de Chloé parce que Robert et Martine avaient dépensé le leur pour sauver son présent. J'avais besoin de ressources. Et puis je me suis souvenue. Ma grand-mère, Mamie Rose, elle était morte quand j'avais 20 ans, laissant derrière elle un patrimoine modeste mais significatif. Je me suis souvenue qu'elle m'avait parlé une fois, des années auparavant, d'un fonds fiduciaire qu'elle avait mis en place spécifiquement pour la prochaine génération. Elle se méfiait déjà des habitudes de dépenses de mes parents à l'époque. « C'est pour les études », m'avait-elle chuchoté en me glissant un caramel dans la main. « Ou les urgences. C'est en sécurité. » Je n'en avais jamais vu un centime. Mes parents avaient toujours prétendu que le marché l'avait englouti ou que les frais juridiques avaient drainé le capital. Je les avais crus parce qu'on m'avait dressé pour les croire. Maintenant, je ne croyais plus un seul mot sortant de leur bouche. Je n'ai pas appelé un avocat. J'ai appelé un expert comptable judiciaire nommé Marc, un homme avec qui j'avais travaillé sur un projet de zonage commercial difficile. Il était cher, pointu et terriblement minutieux. « J'ai besoin que tu retrouves la trace d'un fonds », lui ai-je dit autour d'un café. Le fonds d'éducation Rose Calloway. Mes parents en étaient les administrateurs. Je veux savoir où est passé l'argent. 2 semaines plus tard, Marc m'a convoqué dans son bureau. Il ne m'a pas proposé de café. Il a juste fait glisser un dossier épais sur son bureau. « Tu avais raison », a-t-il dit d'une voix neutre. Le fonds existait. Il était entièrement financé avec près de 600 000 € au moment du décès de ta grand-mère. 600 000 ? Ai-je balbutié, étranglé. Ça aurait couvert le traitement de Chloé 2 fois. Il est resté dormant pendant des années, a continué Marc en ouvrant le dossier. Jusqu'à il y a 6 mois. C'est là que les retraits ont commencé. Des gros. 50 000 par-ci, 75 000 par-là. Et puis, un virement massif de 200 000 € le mois dernier. Il a pointé une ligne comptable. Bénéficiaire du virement. Villa d'Est, lac de Caume. Mon sang s'est glacé. Ils n'avaient pas seulement refusé d'aider. Ils avaient volé l'argent qui appartenait légalement à ma fille, l'argent destiné à son éducation, sa santé, son avenir, et l'avaient utilisé pour payer l'acompte du lieu de mariage de Julien. Mais attends, ai-je dit, mon doigt tremblant en suivant les lignes. Pour autoriser ces virements, ils auraient besoin de la signature du bénéficiaire. Chloé est mineure, je suis sa tutrice légale. Je n'ai jamais rien signé. Marc a tourné la dernière page. Exactement. Là, au bas du formulaire d'autorisation, il y avait une signature. Camille Calloway. C'était une contrefaçon. Une bonne, mais une contrefaçon quand même. Ils avaient signé mon nom pour voler l'héritage de ma fille, afin d'organiser une fête pour leur fils doré. J'ai refermé le dossier. Le bruit était définitif, comme un marteau de juge frappant son bloc. La tristesse avait disparu. La blessure avait disparu. Tout ce qui restait était une clarté si tranchante qu'elle pouvait couper du verre. Ce n'étaient pas juste de mauvais parents. C'étaient des criminels. Et je n'étais plus juste une fille déçue. J'étais la partie civile. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Marc. « On peut aller à la police. On peut déposer plainte aujourd'hui. »« Non, » ai-je dit en me levant. « Pas encore. Un procès, c'est privé. Un rapport de police, c'est bureaucratique. Ils tiennent à leur image. Tu te souviens ? Ils tiennent à leur standing. J'ai ramassé le dossier. Je vais leur donner exactement ce qu'ils chérissent le plus. Un spectacle. Laissez un commentaire si vous avez déjà découvert une vérité sur votre famille qui a tout changé. Je veux entendre vos histoires. J'ai passé les 3 semaines suivantes à monter mon dossier avec la même précision méticuleuse que j'utilisais pour concevoir les supports structurels des gratte-ciel. Je ne faisais pas que rassembler des preuves. Je construisais un plan de démolition. Pendant que mes parents étaient occupés à coordonner les livraisons de fleurs et à finaliser le plan de table pour le prochain gala de l'excellence,
l'événement où il devait recevoir le prestigieux prix Héritage. J'exécutais silencieusement un autre type de projet. Voyez-vous, ils n'avaient aucune idée de ma vie professionnelle. Pour eux, architecte paysagiste signifiait que je plantais des pétunias pour des ménagères de banlieue. Ils ne savaient pas que mon système de filtration par jardin vertical, celui que je peaufinais depuis 3 ans, venait d'être validé par la ville pour un réaménagement massif du centre-ville. Ils ne savaient pas que j'étais l'architecte principal d'un contrat d'infrastructure verte de 50 millions d'euros. Et ils ne savaient certainement pas que les organisateurs du gala, désespérés de trouver un orateur principal représentant l'avenir de l'industrie, m'avaient contacté directement. J'ai accepté l'invitation à une condition. Mon identité en tant qu'oratrice resterait une surprise jusqu'au moment où je monterais sur scène. Je voulais être présentée comme une partenaire industrielle distinguée, pas comme la fille de Charles et Solange. Le soir du gala, je n'ai pas porté la robe beige modeste que ma mère aurait attendue. Je portais un tailleur pantalon bleu nuit, ajusté net, structurel, imposant. Je suis entrée dans la salle de bal, non pas par la porte de service, mais par l'entrée principale, contournant la ligne de réception où mes parents tenaient court. Depuis l'ombre, je les observais. Mon père, Charles, riait trop fort, tapant dans le dos d'un donateur. Ma mère, Solange, se pavanait, acceptant les compliments sur le mariage à venir de Julien, comme s'il s'agissait d'un couronnement royal. Julien lui-même était là, l'air fringant et vide, sirotant du champagne payé avec l'avenir volé de ma fille. Il semblait invincible. Il semblait parfait. Mais je connaissais les plans de leur vie mieux que quiconque. Je savais où manquaient les murs porteurs. Je savais que les fondations étaient pourries. Et je savais exactement où placer les charges explosives pour tout faire tomber. Mon téléphone a vibré. Un texto de Thomas. Chloé regarde des dessins animés. Robert et Martine font du pop-corn. Vas-y. Fonce. J'ai pris une grande inspiration. Ce n'était pas de la vengeance. La vengeance est désordonnée et émotionnelle. C'était une correction. Un réalignement structurel. Les lumières se sont tamisées. L'animateur est monté sur scène. « Mesdames et messieurs », a-t-il annoncé d'une voix tonitruante. Avant de remettre le prix Héritage de ce soir, nous avons une surprise spéciale. Veuillez accueillir l'architecte visionnaire derrière la nouvelle initiative Horizon Vert de la ville, Camille Calloway. Le projecteur m'a frappé. J'ai marché sur scène, le claquement de mes talons résonnant dans le silence soudain. J'ai regardé la foule 500 des personnes les plus riches et influentes de la ville. Et puis j'ai regardé la table d'honneur. Les visages de mes parents étaient figés dans un rictus de choc. Ma mère a laissé tomber sa serviette. Le verre de mon père s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Julien avait l'air confus, comme s'il n'arrivait pas à comprendre que la personne sur scène était la même sœur qu'il avait ignorée pendant 20 ans. J'ai ajusté le micro. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait signe de la main. Je les ai regardés droit dans les yeux, puis j'ai regardé le public. « Bonsoir », ai-je dit, ma voix stable. Nous parlons beaucoup d'héritage dans cette salle, de construire des choses qui durent, de laisser le monde meilleur que nous l'avons trouvé. J'ai cliqué sur la télécommande dans ma main. L'écran géant derrière moi s'est allumé avec un rendu de mon projet de jardin vertical luxuriant, vert, innovant. Une vague d'applaudissements a traversé la salle. Mais un véritable héritage, ai-je continué, ne concerne pas seulement ce que vous construisez. Il s'agit de la façon dont vous le financez. Il s'agit de l'intégrité des fondations. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande. Le magnifique rendu a disparu. À la place est apparu un document. Un relevé de virement bancaire. Agrandi à 3 mètres de haut. Émetteur, Fonds d'éducation, Rose Calloway. Montant, 200 000 €. Signature du bénéficiaire, Camille Calloway. Ceci, ai-je dit en pointant l'écran, est une contrefaçon. Et ce soir, j'aimerais vous parler du coup d'une image parfaite. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. L'air semblait avoir été aspiré. La démolition avait commencé. La salle était si calme qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. 500 membres de l'élite de la ville fixaient l'écran derrière moi, assimilant la preuve. Le virement bancaire, la signature falsifiée, la ligne directe reliant le fonds fiduciaire de ma fille à la compte du lieu de mariage de Julien. Je n'ai pas crié. Les architectes ne crient pas. Nous analysons les défaillances structurelles. Pendant des années, ai-je dit, ma voix tranchant le silence, Charles et Solange Calloway
vous ont vendu une image de perfection. Ils ont bâti une marque sur l'idée que chaque détail compte. Mais comme vous pouvez le voir, la fondation de leur succès repose sur le vol. J'ai cliqué à nouveau. Une chronologie est apparue. Elle montrait des dates. Hospitalisation de Chloé, 12 octobre. Retrait du fonds fiduciaire, 14 octobre. Quand je suis venue les supplier de m'aider à sauver la vie de ma fille. Ai-je continué en regardant directement ma mère, qui agrippait maintenant son collier de perles comme une bouée de sauvetage. Ils m'ont dit que liquider des actifs ruinerait leur image. Mais ils n'avaient pas besoin de liquider quoi que ce soit. Ils ont simplement liquidé l'avenir de ma fille à la place. Un murmure a parcouru la foule. J'ai vu des têtes se tourner, des chuchotements commencer. Les investisseurs qui venaient d'applaudir mes parents les regardaient maintenant avec un dégoût non dissimulé. Mon père s'est levé, le visage tordu par la fureur. « C'est un mensonge !» a-t-il hurlé, la voix brisée. « Sécurité. Faites-la descendre de scène. Elle est instable. » Mais les agents de sécurité n'ont pas bougé. Ils regardaient l'écran, eux aussi. Ils regardaient la preuve. « Ce n'est pas un mensonge, Charles, » ai-je dit calmement. « C'est un bilan comptable. » Et l'audit est en retard. Je me suis retournée vers le public. Mes parents ont bâti une société appelée Agence Éclat. Ils croient que certaines personnes méritent d'être à l'intérieur, derrière le cordon de velours, et d'autres à l'extérieur. Ils croyaient que leur propre petite fille méritait d'être à l'extérieur parce que sa maladie était incommode. Mais ce soir, je coupe le cordon. Julien, qui était resté figé, s'est soudainement levé. Il a regardé l'écran, puis nos parents, puis la sortie. Il n'a pas dit un mot. Il ne les a pas défendus. Il a juste tourné les talons et est sorti, abandonnant le navire en perdition aussi vite que ses mocassins italiens pouvaient le porter. Le charme était rompu. La salle a explosé. J'ai vu les organisateurs de l'événement se réunir en une conversation frénétique. J'ai vu les donateurs sortir leur téléphone. J'ai vu l'héritage que mes parents avaient mis 40 ans à bâtir se désintégrer en moins de 5 minutes. Je suis descendue de scène. Je ne me suis pas retournée vers eux. J'ai marché droit vers les portes principales, sortant dans l'air frais de la nuit, laissant les décombres derrière moi. Laissez un commentaire si vous pensez qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. Les retombées furent rapides et brutales. Les preuves médico-légales que j'avais présentées n'étaient pas juste un PowerPoint. C'était le prélude à une enquête criminelle. Le procureur s'est intéressé aux signatures falsifiées. Les investisseurs ont porté plainte pour mauvaise gestion de fonds. L'agence Éclat a déposé le bilan 3 mois plus tard. Mes parents ont perdu l'hôtel particulier, les voitures, le statut. Il ne leur restait rien d'autre que leur image, qui était désormais irrémédiablement ruinée. J'ai récupéré les fonds volés par décision de justice, plus des dommages et intérêts. C'était suffisant pour assurer les soins médicaux de Chloé pour le reste de sa vie et payer ses études. Mais le meilleur argent que j'ai jamais dépensé fut le chèque que j'ai signé pour une petite maison au volet jaune avec un immense jardin. J'ai remis les clés à Robert et Martine. Ce n'est pas un chalet, leur ai-je dit, mais la terre est bonne. On peut y planter tout ce qu'on veut. Martine a pleuré. Robert m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru que mes côtes allaient craquer. Nous avons planté un jardin ensemble, des roses pour Mamie Rose, des légumes pour la cuisine, et un hortensia grimpant qui mettrait des années à fleurir pleinement. Nous plantions des racines. J'ai vu mes parents une dernière fois. Ils emménageaient dans un petit appartement, un déclassement ordonné par le tribunal. Je les ai retrouvés sur le parking. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jubilé. J'ai tendu une enveloppe à mon père. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 000 €. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé en le regardant avec suspicion. « C'est une indemnité de départ, » ai-je dit. « Pour le rôle de parent. Vous êtes viré. » Je me suis retournée pour partir. Mais ma mère m'a interpellée. « Camille, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. » Je me suis arrêtée. Je les ai regardés 2 personnes debout dans l'ombre de leur propre ego. « Non, » ai-je dit. « Vous êtes juste des gens que je connaissais. Ma famille est à la maison, en train de planter un jardin. » Et j'ai démarré. À tous ceux qui écoutent et qui se sentent invisibles, qui se sentent comme un investissement à perte dans l'économie de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas un accessoire. Vous n'êtes pas un figurant dans leur film. Vous êtes l'architecte de votre propre vie. Et parfois, pour construire la vie que vous méritez, vous devez passer au bulldozer celle qu'on vous a donnée. Si vous avez déjà dû couper les branches mortes d'une relation toxique pour sauver votre propre vie, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et si vous croyez que la famille qu'on choisit est la vraie famille,
appuyé sur le bouton j'aime. C'était Camille.